ronde avec Jean Ziegler, Bertrand Piccard et Pierre Rabhi et Adèle Torrance qui va nous rejoindre tout à l'heure. Avant de démarrer, j'aimerais remercier particulièrement le staff de l'UNESU, de notre ONG, qui a fait un travail admirable pour que cette table ronde puisse avoir lieu. Merci à eux. J'aimerais, avant de démarrer cette table ronde, rendre hommage et dédier cette table ronde à deux altermondialistes qui nous ont quittés ces dernières années. C'est Stéphane Hessel et Samir Amin. J'ai eu l'occasion de rencontrer ici à l'ONU et je pense qu'on peut leur dédier en fait cette table ronde aujourd'hui puisqu'ils se sont battus pour justement des valeurs que nous aimerions qu'à l'ONU on prenne et on tienne compte aujourd'hui, surtout dans le monde politique. J'aimerais aussi dédier cette table ronde à toutes celles et ceux qui souffrent et œuvrent dans l'ombre pour le respect de nos obligations humaines en terre, mais aussi pour tous les peuples opprimés par l'avidité et la barbarie de quelques-uns avec la complicité, malheureusement, de nos gouvernements. Voilà. Je vais passer la parole à notre collaboratrice Hilda Simon, qui va vous dire quelques mots sur le déroulement de cette table ronde. Hilda, à toi. Merci. C'est pour nous un grand honneur de pouvoir partager ce moment avec eux. Merci d'être là, à l'ONU, cet après-midi, pour échanger sur le nouveau paradigme sociétal planétaire de l'ONU. Un énorme merci aussi à Madeleine, Lydia et le bureau des ONG, qui font un travail remarquable. Merci pour leurs conseils, leur disponibilité, leur savoir-faire, leur amabilité et surtout leur amitié. Merci également à M. Michael Muller, directeur général de l'ONG, qui nous souhaite beaucoup de succès pour notre événement. J'ai quelques infos à communiquer concernant le déroulement de cette table ronde. Tout d'abord, un stand de livres dédié à nos intervenants est disponible à l'entrée de la salle. Vous pouvez y acquérir un ouvrage et le faire dédicacer par l'un ou l'autre de nos intervenants à la fin de la table ronde à partir de 18h. Nous mettons aussi une boîte à la sortie pour votre humble participation à cet événement. C'est à votre bon vouloir non obligatoire. Depuis cette année, à l'ONU, l'organisation d'un tel événement est totalement à la charge des ONG, jusqu'à vos inscriptions et vos badges qui nous sont facturés. C'est juste pour nous aider à continuer à faire notre travail de représentation de la société civile à l'ONU. La première partie de cet après-midi se déroulera ainsi. Après Charles Simon, représentant de l'ONG l'UNESU à l'ONU, qui nous parlera de notre ONG, Mme Adèle Torrance-Douma prendra la parole pour une allocation en forme d'introduction. Ensuite, nous aurons droit à un message filmé de Yann Arthus Bertrand de la Fondation Wood Planet que notre collègue Florian Haddad a recueilli à Paris. Puis, la table ronde sera lancée et animée par Christian de Giorgi avec ses trois invités, Bertrand Piccard, Pierre Rabhi et Jean Ziegler. Après une heure d'échange, nous aurons droit à un intermède musical animé par le duo Calderon, Catherine soprano et Manuel à la guitare. Et ils vous présenteront leur choix musical élaboré
préparé spécialement pour la circonstance. La deuxième partie de la table sera consacrée aux questions du public avec la participation d'Adèle Torrent-Gouma. Dans le but de répondre à un maximum de questions dans le temps qui nous est imparti, nous vous demandons d'être le plus synthétique possible. Présentez-vous et posez vos questions s'il vous plaît. Celles qui resteront malheureusement en suspens, faute de temps, vous pouvez les inscrire sur un papier qui vous avez à distribution à la sortie. Nous utiliserons ces questions dans un livre souvenir qui devrait être édité par les éditions Slatkin à Genève, mais aussi pour inspirer et alimenter notre action au sein de l'ONU. Merci d'avance pour votre compréhension. Cet ouvrage devrait être une synthèse des propos les plus éclairants délivrés dans cette salle, illustrer des photos de nos intervenants prises sur le vif par l'artiste photographe Gérard Perrault. Si nous trouvons de généreux donateurs, nous pourrons distribuer gratuitement les messages d'espoir que nous délivrerons cet après-midi dans toutes les écoles. À la fin de table ronde, vers 18h, vous pourrez rencontrer brièvement nos intervenants à l'entrée de la salle pour une dédicace d'un de leurs livres. Et, dernière info, je vous informe que le 4 juin prochain aura lieu dans une salle, la salle voisine, la salle 24, notre colloque international annuel organisé par IODD, un colloque d'une journée dont le thème est « Oser le paradigme des ODD entre vision et réalisation ». Je vous souhaite de passer un très bon moment en notre compagnie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et à toi, Charles. L'ONG ECOSOC UNESU, Union des Nations pour la science universelle et les droits de l'homme, c'est le phénix du mouvement de la Suisse en question, de Genève autrement et de l'Europe des consciences. Notre statut d'ONG ECOSOC nous permet de faire valoir nos valeurs humaines et sociétales, de partager nos idées en tant qu'acteurs de la société civile au sein de l'ONU. Nous collaborons avec de nombreuses associations et ONG. L'IODD, Alliance pour les objectifs du développement durable, la coalition des ONG onusiennes, ainsi qu'avec le mouvement Démocratie évolutive. Si l'ONG UESU a été créée il y a 10 ans, notre action a débuté au début des années 80 à l'ONU, avec notre président-directeur général et au sein de la société civile. Nous organisons annuellement des panels, de l'événementiel et des colloques à l'ONU. Le nouveau paradigme social, point 16 des ODD, ainsi que les objectifs du développement durable onusien sont notre fil conducteur. La volonté affirmée des jeunes et des femmes aujourd'hui fait partie d'une attention particulière dans nos activités à l'ONU. Bien que cet après-midi, il n'y ait que 3 hommes à la tribune, nous comptons sur Adèle pour toucher leur âme de sensibilité féminine. Le sujet de cette table ronde sera abordé par 3 femmes à l'ONU lors d'une prochaine intervention. L'ONG UNESU organise cette table ronde parce qu'il y a urgence à faire vibrer notre fibre sociale, notre bon sens, notre entendement,
notre sentiment fraternel. Notre destin sur terre est scellé. Quoi qu'on en dise, nous n'y échapperons pas. Mais nous pouvons changer le cours de nos vies par notre bonne volonté. La pleine responsabilité de la vie sociale est maintenant entre nos mains. S'intéresser aux êtres qui œuvrent dans l'ombre, et il y en a légion, sans moyens, sans aide, dans l'humilité et l'anonymat, c'est entrer dans le nouveau paradigme social planétaire. L'administration des biens et la direction des branches de production, l'éducation et l'école étatisées ont été incapables de cultiver un esprit humain créatif, capable de nourrir la vie économique de forces nouvelles. 3 principes républicains sont à notre disposition: la fraternité, l'égalité, la liberté. L'amour, la sagesse et la vérité sont des valeurs humaines qui pourraient illustrer ces idéaux universels inscrits dans des milliards de petites cellules qui participent au bien-être de notre structure organique. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Voir dans le microcosme humain la structure vivante et parfaite de la cité humaine. Les éléments de notre cohésion sociale sont inscrits de façon organique dans notre constitution humaine, tripartite, sous la forme de notre système métabolique, rythmique et neurosensoriel. En d'autres termes, l'économie, la justice et la raison du monde. La tripartition de notre corps est une structure sociétale dans laquelle la coordination des évolutions de la vie sociale ne s'effectue pas de façon centrale par l'État ou par une élite dirigeante, mais où 3 sous-structures autogérées, autonomes, l'un par rapport à l'autre, se tiennent mutuellement en équilibre. La société doit donc être réalisée non sur la base d'une utopie, mais sur la réalité historique et pratique des conditions propres à chacun de ces 3 domaines. L'idée de peuple évoluerait vers celle d'une société civile responsable, proactive, justement représentée au sein de 3 chambres parlementaires. Nous évoluerions au sens d'une communauté de droit dans un nouveau paradigme social. La tripartition sociale de l'UNESU, les pères de l'Europe et de toutes les républiques se sont inspirés de Platon à Jean Monnet et Denis de Rougemont. Cette loi sociale fondamentale peut se résumer en cette petite phrase: le salut d'un ensemble d'individus travaillant ensemble est d'autant plus grand qu'elle minime la part que chaque individu réclame pour lui-même de sa propre production. Le salut d'un ensemble d'individus travaillant ensemble est d'autant plus grand qu'est minime la part que chaque individu réclame pour lui-même de sa propre production. Le nouveau paradigme sociétal, c'est un énorme saut quantique terrestre. Mais il y a des obstacles au véritable changement, nos habitudes de pensée. Vouloir obtenir une justice sociale à partir de conceptions purement économiques est nécessairement voué à l'échec. Pour mettre un frein aux forces internes destructrices de l'économie, il est nécessaire de juguler les forces antisociales qui s'y manifestent, de nous libérer du travail habilisant. L'évolution de l'humanité se fait souvent hors de la conscience humaine, parce que les hommes ne s'adaptent pas à ce que devient la réalité. En ce qui concerne la réalité de la triarticulation de notre corps social, il en est de même.
passer la parole à Christian de Giorgi, maître des cérémonies, catalyseur des énergies cet après-midi, je voulais tout simplement lui dire un petit mot. Je le remercie du fond du cœur et au nom de toute l'équipe de l'UNESU d'avoir su nous insuffler toute l'énergie nécessaire pour la réussite de cette rencontre de l'instant présent. Merci Christian, c'est à toi. Avant de reprendre la parole, je vais la donner à Adèle Torrance-Gouma, qui va vous faire une allocution qui, je pense, devrait être intéressante par rapport à notre responsabilité à chacune et chacun ici-bas. À vous, Adèle. Merci Christian. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez avec ce système qui est aussi un peu inhabituel pour moi. Le sujet du jour est donc le nouveau paradigme social. C'est un sujet un peu inhabituel pour moi. Ceux qui ont suivi ces dernières années ma carrière politique savent que ma spécialité, c'est plutôt la transition écologique et son impact sur notre économie. Pourtant, transition écologique, évolution de notre économie et nouveau paradigme social vont l'un avec l'autre, conformément aux 3 piliers du développement durable et aux objectifs du développement durable qui ont été évoqués tout à l'heure. Pour préserver notre environnement, nous devons changer notre économie. Or, cette évolution de notre économie porte en elle les germes d'une profonde transformation de notre société qu'il ne tient qu'à nous de réaliser. Pourtant, cette transformation sociétale est peu débattue. Beaucoup préfèrent se concentrer sur les changements technologiques que la transition écologique de notre économie implique. C'est oublier que les changements technologiques eux-mêmes ont un impact sur les comportements individuels, mais aussi sur l'organisation de notre société. Il en est de même des nouveaux modèles économiques qui sont en train d'émerger au fil de la transition écologique. C'est leur impact sur notre société et sur l'émergence d'un nouveau paradigme social, un nouveau paradigme potentiel que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui avec vous et soumettre à la discussion tout à l'heure des personnes présentes. Je n'ai pas besoin de m'attarder ici, je crois, sur la nécessité de la transition écologique. Celle-ci est liée à 2 phénomènes d'une extrême gravité. D'une part, la crise climatique et d'autre part, la destruction croissante de notre biodiversité. Ces 2 phénomènes sont liés à un fonctionnement très spécifique de notre économie, c'est le fonctionnement linéaire, qui génère des atteintes massives à l'environnement, mais aussi un gigantesque gaspillage. Qu'il s'agisse des énergies fossiles ou d'autres ressources, nous agissons aujourd'hui toujours de la même manière. Nous les prélevons, nous les transformons en produits standardisés, nous les consommons rapidement, puis nous les jetons. Ce système est fortement orienté sur l'offre. Ça signifie qu'il implique la création de produits homogènes en très grande quantité, le plus souvent à bon marché et donc de moindre qualité, pour lesquels il faut ensuite bien trouver des consommateurs qui soient prêts à les acheter, à grand renfort de marketing et de publicité. Pour que ces consommateurs continuent à acheter encore et encore la grande quantité de marchandises produites, celle-ci doit devenir rapidement obsolète. Ou bien on la conçoit de manière à ce qu'elle ait une durée de vie limitée, ou bien on essaye de convaincre les consommateurs à renouveler encore et encore leurs achats des mêmes marchandises. Cette manière de produire et de consommer a posé des problèmes écologiques assez rapidement, que les collectivités publiques ont tenté de gérer comme elles l'ont pu. Mais ces collectivités publiques n'ont jamais jusqu'ici remis en cause fondamentalement le fonctionnement de notre économie et de notre société. Pire, elles ont dans certains cas
libérer les entreprises d'une part de leurs responsabilités en prenant une série de tâches à leur charge. Et c'est bien un paradoxe de certaines politiques environnementales. Le traitement des déchets en est un exemple, avec le passage emblématique des bonnes vieilles bouteilles en verre qui étaient consignées à l'époque et dont le traitement était de la responsabilité des entreprises qui les mettaient sur le marché. Eh bien, ce système-là qui responsabilisait les entreprises, il a été progressivement remplacé par un système qui fait que ce sont les collectivités publiques qui vont organiser le traitement des déchets et qui vont le financer et qui vont le gérer. Et avec cela, il y a une forme de déresponsabilisation des entreprises, puisque les collectivités publiques sont là pour nettoyer derrière elles. Et on est aujourd'hui dans une société où les entreprises créent un immense amont de déchets, de gaspillage et de pollution, et où ce sont les collectivités publiques qui courent derrière ces entreprises pour essayer de réparer les dégâts. Outre de nouvelles charges pour les collectivités publiques, ce système crée une grande frustration chez les consommateurs. Ces consommateurs courent toujours après la prochaine tendance, après la prochaine nouveauté, et sont maintenus dans une forme d'insatisfaction chronique face à tous ces nouveaux produits qu'on essaye de leur vendre, qu'on met sur le marché. Au niveau environnemental, je n'ai évidemment pas besoin de vous dire que ce système est catastrophique. Je ne vais pas revenir sur ce point-là. Alors, depuis quelques années, il y a un nouveau concept dont j'aimerais vous dire quelques mots avant de passer à son implication sur le paradigme social ou sociétal. Un nouveau concept qui tente d'apporter une partie des réponses, certainement pas toutes, mais une partie des réponses à cette situation, c'est l'économie circulaire. Il s'agit non pas de réparer les dégâts après qu'ils aient été réalisés, mais de réorienter fondamentalement tout le fonctionnement de notre économie pour qu'elle adopte un fonctionnement circulaire qui permette de réutiliser, revaloriser dans un nouveau cycle de vie un maximum de ressources et de produits, puis seulement après de les recycler et de les réintroduire lorsque c'est possible dans les cycles naturels sans leur porter atteinte. Cette transition, elle implique de responsabiliser les entreprises. Pourquoi? Parce que ces entreprises, elles vont devoir concevoir dès le départ, dès l'origine, les produits de manière à ce qu'ils puissent être utilisés plus longtemps, qu'ils puissent être revalorisés, réparés, recyclables ou éliminés de manière à ménager l'environnement. Cette économie circulaire, elle implique évidemment de nouvelles technologies, elle implique aussi de nouveaux matériaux. Elle vise à une réduction drastique de la consommation des ressources comme des pollutions, sans pour autant renoncer à satisfaire les consommateurs et à créer des emplois, bien au contraire. Alors, vous me direz, où est-ce qu'il est dans tout ça, le nouveau paradigme social? J'y viens. Outre la responsabilisation des entreprises et ces nouvelles technologies, ces nouveaux matériaux, la transition vers une économie circulaire implique de nouveaux modèles économiques qui vont avoir un fort impact sur nos comportements et sur la manière dont nous allons organiser notre vivre ensemble et nos sociétés. Plutôt que d'être orienté sur une offre d'objets pléthoriques, l'économie circulaire cherche à considérer et à retourner, si on veut bien, aux besoins réels, aux aspirations réelles de la population et à y répondre par des prestations et non pas forcément par des objets ou des marchandises, de manière à économiser un maximum de ressources. Les entreprises vont essayer ainsi à continuer à gagner de l'argent et à créer des emplois, mais en satisfaisant des besoins réels plutôt qu'en bombardant les consommateurs avec de nouveaux produits à courte durée de vie. Ce retour à nos aspirations, à nos besoins réels, qui ne sont précisément pas de se retrouver submergés par un grand nombre de produits dont nous n'avons pas toujours l'usage, eh bien ce retour à nos aspirations profondes et réelles, je pense qu'il a en germe le potentiel pour développer un nouveau paradigme social, pour sortir d'une société qui est devenue consumériste et matérialiste à l'extrême
et pour céder la place à de nouvelles valeurs, d'autres façons de vivre. Je vais maintenant illustrer ceci en reprenant 3 mots qui ont été énoncés, qui sont dans votre programme, que l'UNESU a mis sur la table pour cette rencontre. Ce sont les mots liberté, fraternité et égalité, et je vais essayer de vous montrer pour chacun de ces mots comment la transition écologique porte en elle les germes d'une transformation sociale qui passe justement par ces grands thèmes, ces grandes valeurs. La liberté, d'abord. La transition vers une économie circulaire responsabilise les entreprises, je l'ai dit. Or, nous savons que la responsabilité est l'autre face de la liberté. Quand on est libre d'agir, on est responsable de ses actes, on doit être responsable de ses actes. Et c'est cette responsabilité qui va rendre la liberté pleine et entière et qui va rendre cette liberté positive pour chacun, mais aussi pour autrui. En se responsabilisant, les entreprises offrent du sens à leurs clients, si elles opèrent une réelle transition. Elles offrent du sens à leurs clients, mais elles offrent aussi du sens à leurs employés qui trouvent une nouvelle motivation dans leur travail. On a parlé tout à l'heure du travail qui contraint. Je pense que quand les entreprises sont responsables et porteuses de sens, c'est très différent pour les employés de s'engager pour elles. Quand on travaille pour quelque chose qui porte de l'espoir, on se sent libre, justement. La transition écologique pourrait aussi offrir une nouvelle autonomie, une nouvelle liberté aux particuliers, en leur permettant de devenir des acteurs du changement plutôt que des objets d'une société consumériste à l'extrême et matérialiste à l'extrême. J'aimerais vous donner ici l'exemple de la transition énergétique dont Bertrand Piccard parlera certainement tout à l'heure. Je trouve que c'est un bon exemple pour cette autonomie et cette liberté retrouvée. Aujourd'hui, avec l'énergie, nous sommes tous de simples consommateurs. Et souvent, nous n'avons pas vraiment de marge de manœuvre, on ne sait pas très bien d'où vient l'énergie qu'on consomme, on a peu d'effets de levier pour agir sur cette énergie, pour l'économiser ou pour changer les méthodes de production. Or, les énergies renouvelables, qui sont circulaires par excellence, ces énergies renouvelables, elles vont se développer maintenant de manière très décentralisée et elles peuvent faire de nous des producteurs de notre propre énergie, que ce soit si on a la chance de pouvoir le faire en installant par exemple des panneaux solaires sur nos toits, ou si on n'a pas la chance d'avoir un toit à disposition en s'engageant par exemple dans des coopératives solaires. Contrairement au pétrole ou à l'uranium, le soleil n'appartient à personne. Chacun d'entre nous peut en capter la puissance et l'utiliser pour répondre à nos besoins. Plus fondamentalement, le fait que des entreprises s'adressent à nous pour chercher à répondre à nos besoins ou à nos aspirations plutôt que pour chercher à nous vendre un maximum de produits qui seront rapidement obsolètes, et bien ce simple fait constitue pour les consommateurs une forme de libération face à ce consumérisme qui finalement génère plus de frustration que de satisfaction. Et là, j'aimerais vous donner l'exemple de ceux, peut-être qu'il y en a dans la salle, qui ont abandonné leur voiture personnelle, donc l'objet qu'on possède, qui est à soi, par exemple pour faire de l'autopartage, et donc pour bénéficier d'une prestation, d'un usage, mais plus acheter l'objet pour l'avoir pour soi-même. Eh bien, beaucoup de ces personnes parlent d'une forme également de libération et parlent d'un gain en autonomie parce qu'elles ont l'usage sans avoir la propriété. Et ça, c'est un changement profond, sociétal profond. La fraternité, ensuite, l'économie circulaire et la transition écologique devrait créer une société qui soit plus conviviale. Et quand je dis conviviale, c'est vraiment au sens fort, c'est-à-dire une société qui nous permette de mieux vivre ensemble, d'avoir plus de liens, d'avoir plus de partage. Je vais vous donner quelques exemples là aussi. Par exemple, dans le domaine de l'habitat durable, aujourd'hui, il y a toute une réflexion pour lutter contre l'anonymat qui règne dans certains quartiers, que ce soit d'ailleurs des quartiers urbains ou des quartiers plus extensifs, des quartiers de villas. Et dans le cadre de ces réflexions, on va chercher à offrir aux habitants des lieux communs
des lieux qu'on va partager. Par exemple, ça peut être une salle de fête, ça peut être un espace de bricolage, ça peut être des chambres d'amis. Et le but de ces nouveaux types d'habitats durables, qui prennent d'ailleurs souvent la forme de la coopérative, c'est justement de ramener les gens ensemble, de recréer des solidarités, de créer de la fraternité, comme le dit le mot qui a été choisi par l'UNESU. Un autre exemple, c'est des exemples tout simples. Quand vous prenez les transports publics, vous rencontrez des gens, vous échangez avec eux, c'est la même chose quand vous marchez dans la ville. Vous êtes en contact avec autrui. On ne peut évidemment pas en dire autant des trajets en voiture où vous êtes enfermé dans une bulle de métal qui vous sépare des autres et où malheureusement souvent les interactions que vous avez avec les autres sont plutôt de type orageuse que de type convivial. Un exemple peut-être pour Pierre Rabhi, qui va sûrement nous parler des bienfaits du retour à la terre et de l'agriculture. L'agriculture durable repose profondément sur un retour du lien, que ce soit le lien à la terre, mais aussi le lien recréé entre les consommateurs et les producteurs, par exemple avec l'agriculture de proximité ou l'agriculture urbaine. Et il y a dans cette agriculture durable aujourd'hui, outre, je dirais, la stricte écologie ou des nouvelles technologies propres, il y a vraiment la recherche de plus de convivialité autour des produits frais, autour des produits sains, autour des producteurs et des consommateurs, autour du bien manger, qui va bien entendu avec le bien cultivé et qui est certainement au cœur de la notion de convivialité, en tout cas telle qu'on l'expérimente dans notre culture. Enfin, je pense à un niveau plus global, la prise de conscience des limites que nous fixent les ressources, qui est indissociable de la transition écologique. Cette prise en conscience des limites de notre planète, je pense qu'elles peuvent susciter une meilleure compréhension de notre destinée commune, à nous, êtres humains, sur toute la Terre, et au-delà de nos différences culturelles, géographiques et de toutes sortes. Et je trouve que ces liens, cette compréhension de notre communauté de destin sont de plus en plus apparentes dans le comportement, dans l'engagement des consommateurs. Par exemple, lorsque, ça on l'a vu très fortement au Parlement quand on a travaillé sur l'huile de palme ces derniers temps, il y a une révolte des consommateurs contre ce qui est fait au peuple premier dans les forêts primaires qui voient leur forêt, leur lieu de vie détruit pour cultiver de l'huile de palme qui nous est destinée. Je pense que ce sentiment de fraternité, de solidarité internationale, la transition écologique peut aussi l'amener. Et je finirai avec l'égalité. Il n'y a pas de transition écologique ni d'économie circulaire d'ailleurs sans prise de conscience des inégalités générées par l'économie linéaire actuelle. Celle-ci, nous le savons tous ici, se fonde bien trop souvent sur le pillage de matières premières qui touche le plus durement des pays pauvres, dont la population ne bénéficie souvent pas ou peu des gains liés à l'extraction de ces ressources, mais souffre par contre des dégâts environnementaux dus à cette extraction. Ces mêmes pays sont aussi trop souvent traités comme des décharges qui se voient confrontés aux résidus toxiques de notre société de consommation. Ils sont aussi les premiers à souffrir des effets du changement climatique alors qu'ils ne sont pas responsables de la plus grande partie des émissions, sans pour le moment des mécanismes internationaux équitables leur permettre de financer leur adaptation. La transition écologique doit dès lors remettre en cause ces inégalités, qu'elles soient locales ou internationales, ainsi que celles qui opposent, et ça il ne faut pas l'oublier, les générations actuelles aux générations à venir. Réduire drastiquement la consommation de ressources dans les pays principalement développés doit permettre un partage plus équitable des ressources que nous offre notre planète aujourd'hui, mais aussi demain pour les générations futures. Enfin, et ça a été abordé tout à l'heure, il y aurait beaucoup à dire sur la place des femmes et des jeunes dans cette transition, la place de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi la place de l'égalité entre les générations. Les femmes et les jeunes sont très nombreux à s'engager partout dans le monde pour un avenir plus équitable et plus durable. Évidemment, ces trois axes, liberté, fraternité, égalité, ne vont pas se concrétiser d'eux-mêmes en un véritable nouveau paradigme social avec la transition écologique. Ce n'est pas un automatisme.
Ces 3 axes, ils doivent être activement promus par tous ceux qui s'engagent dans cette transition écologique. Ils sont des chances que nous devons saisir comme un cadeau que la résolution de la crise écologique pourrait encore offrir à notre humanité et à ceux qui nous succéderont. Nous devons tous y contribuer à notre échelle. Je suis politicienne et la politique a son rôle à jouer, évidemment, par exemple en rendant accessibles à toutes et à tous les solutions écologiques, que ce soit des technologies ou des nouvelles pratiques, des nouveaux comportements. Eh bien, la politique doit rendre ces solutions accessibles à toutes et à tous, quels que soient leurs moyens. Mais tous les secteurs de la transition doivent s'engager, les entreprises, la société civile. Il y a vraiment un champ qui nous est ouvert et dans lequel chacun peut trouver sa place. Nous qui sommes ici aujourd'hui face à vous, Bertrand Piccard, Pierre Rabhi, Jean Tsigelaer et aussi l'ONG qui nous invite aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous allons, dans chacun de notre domaine de compétences et dans notre domaine d'action, veiller à ce que ce paradigme social puisse accompagner la transition écologique et la transition de notre économie vers plus de durabilité et d'équité sur cette planète. Merci pour votre attention et je me réjouis de vous remercier. Eh bien, après ce discours, Adèle, si nous n'avons pas matière à nous engager pour le bien des êtres humains et de la planète, alors on peut se recycler ailleurs. Avant de démarrer cette table ronde, ici, avec nos invités, nous avons l'avantage et l'honneur d'avoir un message de Yann Arthur Bertrand, qui va nous le faire par écran interposé. Donc, Charles, tu peux y aller. Et ensuite, la table ronde démarrera. Tout le monde peut entendre en se disant on a tellement envie d'espoir devant les chiffres épouvantables que disaient les scientifiques qu'on est tous à chercher, alors qu'on sait tous très bien ce qu'on doit faire. Arrêter de dépenser des énergies fossiles si on part d'un changement climatique. Manger bio, parce que si on mangeait tous bio, il n'y aurait pas de Monsanto, c'est extrêmement simple si on veut protéger la terre et la biodiversité. C'est aider les gens autour de soi, aider les associations, regarder le monde avec regarder le monde avec une conscience amoureuse, c'est-à-dire regarder le monde sans cynisme, sans scepticisme et en aboutissant de bonnes initiatives. Même s'il y en a qui me paraissent quelquefois ridicules, c'est pas si mal que ça, il y a des gens qui savent. Et puis, moi, mon coup de cœur de cette année, c'est la petite Greta. Une fille qui est autiste, parle avec une liberté et tu veux ce que je dis, elle me fait honte. Alors, honte de moi, ce que j'aurais pu faire et ce que j'ai pas fait. Une fille de 14 ans, quand je vois qu'elle va en train en Pologne, que tous les ministres d'environnement du monde entier vont en avion et qu'elle, à 14 ans, elle fait ça d'une façon différente. Et sans doute que la vérité est là, que notre système, cette religion de la croissance sur lequel on vit tous, c'est-à-dire on dépend tous de cette croissance, on est tous les groupes, les hôpitaux, les écoles, et on est dans un pays en France avec des lois sociales extraordinaires, on est dans la salle d'urgence la nuit, et je trouvais ça extraordinaire. Tu arrives là, il y a 50 personnes qui attendent, tout le monde est soigné gratuitement, avec de l'empathie, avec de la tendresse, avec du professionnalisme. Mais quel pays incroyable dans lequel on vit, et c'est la croissance qui nous permet ça. Et cette croissance n'est pas très bonne pour la vie sur la Terre. Donc, moi je suis un écolo un peu perdu, parce que je m'intéresse à l'environnement depuis que j'ai 20 ans, et à la nature, et jamais j'aurais pensé pouvoir lire et croire, parce que j'y crois, aux chiffres d'aujourd'hui. Pas oublier quand même que les scientifiques parlent de la 6e extinction, de 4 degrés en 2100, et je pense qu'on vit dans un monde complètement paranoïaque, où les COP ne servent à rien du tout, que de rabâcher les mêmes choses chaque année en sachant très bien que ça ne sera pas suivi, à tel point que, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la façon dont ont été faits ces accords. Quand tu vois l'accord de la COP 21 qui a été applaudi par tout le monde avec des larmes de joie,
c'était formidable, que tu vois que dans cet accord, le mot énergie fossile, le mot charbon ou le mot pétrole n'est pas dans l'accord, sinon les gens n'auraient pas signé. Tu vois bien l'hypocrisie diplomatique, je ne sais pas dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'on est en train de lutter contre quelque chose où tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas lutter contre ça, parce qu'on en dépend tous. Peut-être que c'est Greta, qui est beaucoup plus radical que nous, beaucoup plus radical que moi, voilà, qui a raison. C'est-à-dire, plus dans la vie, plus manger de viande, voilà, faire les choses basiques qu'on connaît tous et qu'on n'est pas capable de faire. Moi, je me souviens d'avoir fait venir Al Gore à Paris, avoir mis son film, je me suis dit, mais on va tous compenser le carbone, on va tous faire attention, on va changer de façon libre, mais par contre, on n'a rien changé, rien sur le fond. La conscience qui est là, mais les actes ne suivent pas. Les actes à faire. Chacun doit être levé au fond de son cœur, je pense. Je pense qu'on est tous pas assez radicaux. On est tous dans un instant. Il y a un manque de courage de tous, de l'homme politique, de l'industriel, du citoyen. Il ne faut pas oublier, vous voyez en France, on attaque l'État, je ne sais pas ce qu'il fallait faire. Les gens n'ont pas compris qu'on vit en démocratie, que l'État c'est toi, que l'État n'est qu'une réponse à ce que veulent les citoyens. Voilà, et si on est 35 000 sur la marche du siècle à Paris la semaine dernière, pour l'arrivée de la Coupe du Monde de 1,5 million, voilà, quand on sera 1,5 million dans la rue, mais peut-être les choses bougeront. Et Pierre Rabhi l'a tellement bien dit, aujourd'hui on est dans une vraie sobriété heureuse, je trouve que le mot est magique. De vivre mieux avec moins. Je pense que c'est carrément. Mais c'est complètement à l'encontre de notre système, de notre civilisation. Notre civilisation est basée sur la croissance. Cette croissance ne peut pas être infinie. Et on imagine, on rêve, on sent qu'elle va être infinie, c'est impossible. On est en train d'épuiser les ressources de la Terre et de détruire la vie sur Terre. Quand tu lis le rapport des 15 000 scientifiques de janvier dernier, tu pleures. On te parle de la fin du monde. Et comme la fin du monde, c'est quelque chose, c'est comme sa mort, on va penser sa mort tous les jours. C'est quelque chose qu'on évacue, on verra bien ce qui se passera, on ne va pas y penser. Ce qui nous arrive aujourd'hui est absolument inouï et passionnant, mais en même temps, on va vers un monde inconnu. Mais devant ces chiffres qui sont dramatiques et épouvantables, c'est pas pour ça qu'il faut être pessimiste. Il est beaucoup trop tard pour être pessimiste. Aujourd'hui, il y a besoin d'action, de gens qui font. Voilà, et ce qu'on peut faire soi, ce qu'on va faire soi, va peut-être servir d'amortisseur dans ce qui arrivera, mais sur le fond, ça arrivera. Les scientifiques nous disent, si jamais on arrêtait d'émettre complètement d'énergie fossile pendant 50 ans, donc pendant 20 ans tout de suite, la Terre continuerait à se réchauffer pendant 50 ans. Imagine. Voilà. Et dans les chiffres du GIEC, il n'est absolument pas les chiffres de Jackson qui font peur, il n'est absolument pas du méthane qui peut d'un seul coup se réveiller en Sibérie, au Canada, qui est un gaz qui est 17 fois plus important que le CO2 pour empêcher la chaleur de partir. Et ils n'en parlent pas. Si jamais un jour il y a ce pic, c'est un peu la terreur de tous les scientifiques. C'est tout ce méthane qui est stocké en Sibérie, dans toute la France, ça commence à se dégeler, c'est dramatique. Et tu sais, ces valeurs qui sont ces valeurs essentielles, qui sont les valeurs du gâteau, si tu veux, mais qui sont l'éthique, la morale, la conscience, la morale, l'honnêteté. Ces valeurs-là, je trouve c'est pas des valeurs qu'on nourrit assez à l'école et qu'on nourrit pas assez dans les familles. Je pense que ces valeurs, elles sont essentielles. Eh bien voilà, message pas très optimiste. La fin du monde, la fin d'un monde ou le début d'un autre monde. Toute la question est là et j'espère que ça va faire l'objet du débat qu'on aura avec nos invités. Alors Jean, dans ton dernier livre, où tu dialogues avec ta petite fille, la dernière question qu'elle te pose,
est celle-là. Tu ne sais donc rien du système social et économique qui doit remplacer le capitalisme? Et tu lui réponds, rien du tout, du moins rien de précis. Mais tu cites quand même Pablo Neruda, qui nous dit qu'ils pourront couper toutes les fleurs, mais jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Et c'est beau. Yann Arthus Bertrand nous parlait des jeunes, nous parlait de Greta, de nous engager dans la différence, dans le différent, mais peut-être en étant aussi radical, ce qu'on n'ose pas, surtout ici, l'antre de la diplomatie, où il faut appeler un chat un chien. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, il s'agit de parler vrai, mais on parle beaucoup, on construit encore à côté un autre bâtiment pour parler de la paix. Mais est-ce qu'il faut des murs pour instaurer la paix? On le sait bien tous que non. Et j'aimerais juste, avant de démarrer cette table ronde, vous rappeler ce que Greta, justement, nous disait et nous dit encore. Vous l'avez peut-être certainement lu, vous l'avez entendu, mais c'est bien de le réentendre. Elle nous dit cela: nous sommes à court d'excuses et de temps. Nous vous informons qu'un changement s'annonce, que ça vous plaise ou non, que cela nous plaise ou non. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Nous devons nous concentrer sur l'équité et changer de système. Alors, ça va être ma première question. À vous peut-être, Pierre. Changer de système, oui. Qu'est-ce que cela signifie? Pour vous, on le connaît, mais qu'est-ce que ça pourrait signifier pour nous, qui devons nous engager aussi sur le terrain, non seulement parler, mais nous engager réellement pour changer de système et faire en sorte que ce système et les structures que nous avons en place, dont nous savons qu'elles ne sont pas harmonieuses, qu'elles ne sont pas pour le bien de l'humanité, alors comment le voyez-vous? Comme je suis le plus petit des trucs, je vais me lever, parce que sinon je disparais derrière le bureau. Bon, on est à peu près égaux. Donc si je peux me lever, voilà. Oui. Si vous voulez, il y a très très longtemps, il y a à peu près, enfin je vous fais grâce d'une biographie qui est un petit peu particulière, né dans le désert, de double culture, orphelin, etc., etc. Et donc très jeune, je me suis retrouvé dans l'ambiguïté des cultures, c'est-à-dire l'une dit une chose, l'autre dit le contraire. L'une vous dit ne touchez pas au porc ni au vin, l'autre vous dit régalez-vous de saucissons et buvez du vin, etc. Bon. Donc quand on commence comme ça dans la vie, il n'est pas étonnant qu'on soit cinglé. Donc déjà, dans ces contradictions, mettent en évidence que l'humanité a du mal à accorder ses violons. Et après, bon, l'intérêt qui m'a, c'était pas de... J'étais assez médiocre scolairement. Pourquoi? Parce que si vous voulez, j'étais plus envahi de rêves, disons, d'essayer de comprendre au-delà de la rationalité. Ce qui fait que, bon, j'étais un élève qui a réussi à avoir un certificat d'études, et puis je suis tombé en panne. Mais heureusement, j'étais autodidacte, c'est-à-dire que la quête de la vérité ne se faisait pas à travers les bouquins, mais à travers une réalité vivante. Et cette réalité vivante mettait en évidence le fait que quelque chose, le paradigme actuel, c'est-à-dire la logique actuelle, pour moi, elle est basée sur l'asservissement humain, quel que soit. Et d'ailleurs, si vous prenez l'itinéraire d'une personne dans la modernité, de la maternelle à l'université, on est enfermé, ensuite on est dans des boîtes, on travaille dans des boîtes, même pour s'amuser, on va en boîte. On y va bien sûr dans sa caisse, et puis en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il y a fondamentalement le paradigme est à remettre en question dans la logique qu'il est. Et s'acharner à rafistoler le modèle, pour moi, c'est peine perdue. Et ça me rappelle
ce pêcheur qui est là, tranquille, un monsieur passe, regarde ce pêcheur tranquille, et il lui dit, monsieur, la barque là-bas, elle est à vous. Oui. Oh, mais elle est petite. Bon, vous pourriez en avoir une plus grande. Eh ben oui, je pourrais. Et puis à ce moment-là, vous allez pêcher plus de poissons, vous allez gagner assez d'argent pour acheter un petit bateau, et ce petit bateau, ben, vous allez embaucher des gens, etc., etc. Et puis après, vous vous reposerez. Et ben, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. Donc, si vous voulez, il y a comme ça des anecdotes qui sont pleines d'enseignements et de sagesse, mais qu'on n'intègre pas comme rigolotes, mais on ne les intègre pas comme vérité qui nous amène à méditer sur notre condition. Et la condition humaine me parle d'abord, il faut faire attention à ce que le monde occidental se replie un peu sur lui-même. Il faut savoir que les problématiques du monde, ce n'est pas seulement le monde occidental. Et je pense que si l'Europe, je ne parle pas en tant qu'Africain, parce qu'on pourrait dire que je suis en train de faire l'avocat des Africains, pas du tout. Moi, je reste j'ai créé plusieurs structures, et les structures, c'est humanisme, c'est pas humanitaire. J'ai éradiqué l'humanitaire par l'humanisme. Et si nous évoluons dans l'humanisme, c'est-à-dire qui implique forcément bienveillance, qui implique forcément amour, qui implique quelque chose, on n'aurait pas besoin d'humanitaire. L'humanitaire, c'est le correctif du déficit d'humanisme que nous avons. Alors, toute cette histoire, moi je ne suis pas là pour vous faire un coup, parce que, en fait, si j'ai quelque chose à dire, c'est que ces valeurs-là, ça fait 55 ans qu'on a fait le choix avec ma compagne de vie de les incarner dans une petite ferme ardéchoise du Sud, où on nous a dit, ben, prenez une grosse ferme, vous allez gagner de l'argent. On a dit non, on prend quelque chose qui est à notre mesure. Et donc cette question de la sobriété me paraît une très très grande puissance. Parce que qu'est-ce qui alimente aujourd'hui les multinationales, etc. C'est notre insatiabilité. Moi, je ne suis pas du tout pousseur de caddie. Je ne vais pas pousser des caddies pour donner mes sous à des gens. Et ensuite, je critique les gens à qui j'ai donné mes sous. Enfin, on est pris dans un système comme ça, où la télévision vous conditionne de plus en plus. Et c'est toujours ce que vous n'avez pas qui devient de l'importance, c'est ce que vous avez, vous l'oubliez. Donc, il y a, ce que je veux dire par là, c'est que il ne peut pas y avoir de changement de société si l'être humain lui-même ne change pas. Je suis très blessé depuis longtemps par la condition de l'asymétrie féminin-masculin. Il n'y a aucune raison que le féminin et le masculin ne soient pas reconnus comme les deux éléments et les deux composants d'une seule et même logique sans laquelle personne ici ne serait présent. Le rapport à la nature, ce n'est pas simplement un rapport où l'être humain qui est arrivé à peu près dans cette réalité, si on prend 24 heures comme référence de la vie de la planète, nous sommes là depuis 1 minute et demie à 2 minutes. La planète n'a pas eu besoin de nous. Il risque de ne pas avoir besoin de nous, même je dirais même que nous sommes une catastrophe écologique majeure. Donc, est-ce que nous allons continuer dans cet aveuglement avec nos fiertés technologiques, etc. Le problème, c'est que nous ne sommes pas intelligents. Je pense que si des extraterrestres nous observent, eux, intelligents, comment voulez-vous qu'ils déclarent que nous sommes intelligents? Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ils pensent qu'à s'entretuer, qu'à tout détruire, etc. Donc cette réalité-là, on n'en fait pas simplement de l'humour, on en fait une vraie réalité. Et c'est pour ça que ce que j'appelle l'écologie, ça ne doit pas être politique, ça doit être une conscience. L'écologie, c'est une conscience. Nous sommes dépendants de la dynamique de la vie, nous sommes issus de cette dynamique de la vie. Il y a une journaliste qui est venue me voir parce qu'elle faisait une enquête sur l'eau. Je lui ai dit, madame, vous êtes de l'eau. Nous sommes tous de l'eau. Il est certain que si on me presse, il n'y aura pas grand-chose. Mais nous sommes de la flotte. Il n'y a pas l'eau et nous. Nous sommes cela. Et disons, tant qu'on n'aura pas fait dissiper toutes ces illusions par rapport à la croissance, mais jusqu'à quand? On ne peut pas croître indéfiniment. Alors il se trouve qu'on m'a poussé en 2002 à me présenter aux élections présidentielles, vous voyez, en France. Donc on m'a mis la pression, j'ai fait des cauchemars en disant j'y vais pas. Et puis finalement on y est allé. Et puis on est allé,
Mais notre campagne électorale n'a pas consisté à dire si vous votez pour Pierre Rabhi, il y aura ci, il y aura ça. C'était pas du tout ça. C'était comment créer des petits forums où les consciences se rassemblent et réfléchissent à leurs propres conditions. Et on a fait donc une campagne avec 25 rassemblements, mais c'était véritablement merveilleux parce qu'en fait, le titre de notre intervention, c'était « Appel à l'insurrection des consciences ». Quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et on a décliné le tout sur un certain nombre de thématiques qui aboutissaient à dire, à remettre même en question la croissance économique, à remettre le féminin au cœur du changement, disons, à inviter de plus en plus à ce que l'humanité fasse une mutation, non pas simplement dans l'organisation sociale, parce qu'on peut manger bio, recycler son eau, et exploiter son prochain, c'est pas incompatible. Donc c'est pas parce qu'on mange bio que tout va bien. Donc il faut bien se mettre en conscience que l'évolution de l'humanité, si elle ne se fait pas dans l'évolution de l'être humain lui-même, et je pense en particulier à une éducation qui supprime la compétition, qui met les enfants ensemble, qui les prépare à la solidarité et non pas à la compétitivité, si on ne commence pas par ces éléments tout simples de base, rien ne changera. Et on pourra mettre tous les capteurs solaires, tout ce qu'on voudra, ça ne changera pas. Et même au contraire, peut-être qu'il y aura des missiles bio. Moi, je vais mourir avec un missile bio. Donc arrêtons de tourner en rond, arrêtons d'embrouiller notre truc. Nous sommes invités à un changement. Et ce changement doit se fonder sur la bienveillance. Il y a un type qui a parlé d'amour. Il avait raison. C'est la seule énergie qui est capable aujourd'hui de changer le sort de l'humanité. Alors, si je vous dis tout ça, c'est aussi en m'appuyant sur 55 années d'engagement où ma propre famille et moi-même sommes rentrés dans une toute autre logique qui nous a amenés à l'agriculture, à l'écologie, à l'agriculture écologique que nous appliquons, que nous enseignons. Je suis, disons, la cause d'un certain nombre de structures que nous avons créées. Nous avons travaillé aussi dans les pays du Sud, et Jean Ziegler, c'est au Burkina Faso, avec ce merveilleux homme qu'on appelait Sankara, que vous avez bien connu. Bien sûr, assassiné. Et voilà, une magnifique conscience. Ouais. Une magnifique conscience. Seulement, les consciences élevées, on ne les laisse pas vivre, parce que les consciences élevées remettent en question le tout et veulent humaniser les choses. C'était la Haute-Volta est devenue le pays des hommes intègres, et quand Sankara propose le pays des hommes intègres, c'est par son intégrité personnelle. Vous l'avez mieux connu que moi à la début. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, finalement, on ne sait pas où on va, mais on y va. Il y a un certain nombre d'éléments qui font que si la conscience n'est pas reprise sur les valeurs qui sont des valeurs d'amour, voilà, bienveillance et de solidarité, je ne vois vraiment pas comment la société peut changer. Je ne vais pas abuser du temps, je ne sais pas. Oui, juste, on va donner quand même la parole à nos deux autres invités. Moi, après, on pourra. Je vous ai dit l'essentiel. Vous pourrez échanger. Voilà, merci. Avoir invité la terre, l'air et le feu, tu me dis qu'on est tous de l'eau, c'est raté. Voilà, c'est une affaire de conscience, on s'en rend bien compte. Nous avons travaillé dans un mouvement qui s'appelait l'Europe des consciences, et maintenant j'aimerais rebondir par rapport aux scientifiques, par rapport à l'homme politique, toi Jean, aussi, puisque les États, jusqu'à aujourd'hui, le politique, les gouvernances n'ont pas joué leur rôle par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Des hommes se sont fait assassiner pour des idées, ils se font toujours assassiner. On parle de systèmes, de nouvelles structures, de nouveaux paradigmes. En tant que scientifique, par rapport justement à cette politique qui est menée aujourd'hui,
dont on sait qu'elle va à l'encontre des intérêts des citoyens, et que les citoyennes et les citoyens, la plupart du temps, n'adhèrent pas à ce genre de politique. Quelle politique sur le plan de l'éducation, sur le plan scientifique aussi, parce que les scientifiques sont aussi à la pointe des personnalités qu'on écoute aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils sont toujours dans le juste? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'ils changent aussi le paradigme, les scientifiques? Et à toi, Jean, est-ce que le politique, ou tout ce qui est dans le domaine de la gouvernance, particulièrement à l'ONU, ici, est-ce qu'il n'y aura pas des choses qu'il faudrait qu'ils changent pour justement entrer dans cette nouvelle forme de sociétale aujourd'hui? Alors, Bertrand. Mais rien ne vous empêche de vous contredire et d'échanger entre vous. Hein. Si j'étais seulement explorateur, je serais d'accord avec tout ce qui a été dit. Parce que quand on voit la Terre de haut, c'est très facile de revenir en disant qu'elle est magnifique, qu'elle est fragile et qu'il faut la protéger. C'est très facile d'être idéaliste et de croire à la fraternité humaine. C'est très facile de se sentir entre nous aujourd'hui, dans cette salle, et de se dire, mais en fait, tout le monde pense comme ça, donc le monde doit changer. Et c'est évident qu'il doit changer. Et c'est évident que la conscience de l'être humain devrait être suffisante pour que ça change. Mais je suis aussi psychiatre. Et en tant que psychiatre, j'ai l'impression que l'être humain ne fonctionne pas comme ça. La conscience, la compassion, l'amour, c'est le résultat d'une éducation que pas tout le monde n'a reçue. C'est le résultat d'un travail spirituel, parfois long et ardu. C'est le résultat d'une élévation qu'on n'a pas forcément dans la vie de tous les jours. Le monde de tous les jours ne fonctionne pas comme ça. Le monde de tous les jours mettra trop de temps à changer en éduquant les enfants correctement ou en attendant que tout le monde évolue spirituellement pour arriver à résoudre les enjeux climatiques, environnementaux et biologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Alors la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on fait avec la nature humaine comme elle existe pour obtenir des résultats malgré tout. Parce que c'est ça qu'on veut finalement, c'est des résultats. Alors, comment est-ce que les gens qui ne sont pas dans cette salle cet après-midi peuvent changer? Comment est-ce qu'ils peuvent nous entendre? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre? Et ce que j'ai appris en tant que psychiatre, c'est qu'on ne peut pas aller contre la nature humaine, on doit aller avec elle. Si on veut vraiment obtenir un résultat, il faut parler le langage des gens qu'on veut convaincre. Donc parler le langage de la compassion et de l'empathie à des égoïstes ou des psychopathes, ça ne sert à rien. Parler leur langage, c'est parler de profit, c'est parler de croissance, c'est parler de résultats pour eux, pour être élus, pour qu'ils continuent à fonctionner comme ils ont envie de fonctionner. Et c'est là que je commence à me différencier de Pierre et de Jean. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est parce que autant Pierre que Jean sont des gens que j'admire profondément, mais j'ai envie d'amener un message un peu différent. J'ai envie d'amener le message pratique, concret, et non pas utopique. Le message pratique et concret, c'est qu'il faut être logique autant qu'écologique. Et être logique, c'est montrer que la protection de l'environnement peut rapporter de l'argent, que la protection de l'environnement peut être rentable. C'est amener le message que l'humanisme peut favoriser la réélection,
c'est montrer que même en étant égoïste et en cherchant son avantage personnel, on peut arriver à faire du bien. Donc aujourd'hui, ce que j'ai lancé comme programme avec la Fondation Solar Impulse, c'est de sélectionner 1000 solutions partout dans le monde qui peuvent protéger l'environnement de façon économiquement rentable. Donc il ne s'agit pas de changer la nature humaine, il s'agit de voir comment la nature humaine peut trouver un intérêt à protéger notre planète, à fonctionner mieux, à fonctionner avec plus d'harmonie. Et ce que je remarque, c'est qu'il y en a énormément de ces solutions. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des villes, des infrastructures, de la mobilité, des processus industriels, de l'agriculture. Il y a énormément de solutions qui permettent de gagner de l'argent, de créer des emplois, tout en faisant du bien autour de soi. Alors, je ne dis pas que c'est la seule manière de fonctionner, mais c'est la manière que j'ai choisie. Et c'est une manière qui peut aller déjà extrêmement loin dans ce qu'on peut appeler la croissance qualitative. Parce que c'est sûr que la croissance quantitative nous mène au désastre écologique. Mais la décroissance nous amène à un désastre social, avec un effondrement de tout le système qui permet aux gens de fonctionner en société, d'avoir un salaire, d'avoir une retraite, d'avoir des assurances, d'avoir une économie qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Donc si la décroissance ne marche pas et que la croissance quantitative ne marche pas, qu'est-ce qui reste? Pour moi, il reste une croissance qualitative, c'est-à-dire la création d'emplois et la génération de profits en remplaçant ce qui pollue par inefficience, par quelque chose qui protège l'environnement grâce à sa nouvelle efficience. Et ça marche dans beaucoup de domaines. Maintenant, ça ne va pas marcher pour tout. Et dans ce qui ne marche pas, dans ce domaine-là, eh bien, essayons de le résoudre avec la conscience, mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que ça prendra trop de temps. Et le reste, je pense, doit être résolu de manière politique, avec la réglementation. C'est absolument incroyable de voir à quel point, même ce qui est rentable, même ce qui est logique, même ce qui est humainement normal, doit souvent être imposé par de la réglementation. Alors il y a de la réglementation pour beaucoup de choses, mais il n'y en a pas assez pour l'environnement, il n'y en a pas assez pour créer de l'économie circulaire, il n'y en a pas assez pour la gestion des déchets, il n'y en a pas assez pour ce dont on a besoin aujourd'hui. Donc essayons d'adopter un langage concret et pratique qui porte des résultats, parce que sinon on se gargarisera toujours de bonnes intentions quand le climat aura 5 ou 6 degrés de plus, que 99% des espèces animales auront disparu et végétales auront disparu. Eh bien, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut continuer à se dire la conscience suffit. La conscience, c'est quelque chose d'individuel à cultiver, mais ça ne suffit pas sur le plan collectif, à mon avis. Et si je suis là, c'est pour entendre d'autres opinions, et je suis sûr que Jean et Pierre vont nous en donner. Merci. Justement, Pierre... Pierre demande un droit de réponse. Pierre, tu peux reprendre la parole. Oui, parce que la présentation semble être etc. Mais non, nous sommes engagés concrètement dans des situations, par exemple, alimentaires. Là, je vais être très pragmatique. Le monde paysan a été depuis longtemps aliéné, c'est-à-dire on a détruit le paysan pour mettre en place l'exploitant agricole. L'exploitant agricole, c'est celui de l'industriel de la terre. Quand je suis allé dans le pays du tiers-monde, ce pays du tiers-monde, la plupart des paysans qui suffisaient plus ou moins à leurs besoins, mais avec des aléas climatiques, sécheresse, etc., répondaient à leurs besoins alimentaires de base. À partir du moment où on leur a dit, mais plutôt que de cultiver uniquement pour vous nourrir, cultiver pour exporter, on les a créés. Donc ils se sont mis à faire du coton, des arachides, à faire des pays, et ils sont rentrés dans le système mondial, international, avec la concurrence internationale.
Et à partir de ce moment-là, eh ben, ils se sont mis à être de plus en plus pauvres, parce que l'énergie qu'ils mettaient à produire pour exporter, c'était l'énergie à soustraire sur l'énergie qu'ils avaient pour se nourrir directement. Donc ces problèmes, on les connaît. Alors, les solutions, il faut bien comprendre. Est-ce que vous avez entendu parler de l'agroécologie? Expliquez-moi ce que c'est que l'agroécologie. Bon, le meilleur exemple d'agroécologie que j'ai entendu, Oui. c'est celui qui a été lancé par le Chief Minister de l'Andhra Pradesh, qui est la région sud-est de l'Inde, dans laquelle il vit quelques dizaines de millions d'habitants, une dizaine de fois la Suisse. Et là-bas, les pesticides et les engrais sont subventionnés par l'État. Ça coûte très cher à l'État. Qu'est-ce que le Chief Minister a décidé de faire? C'est de supprimer tous les subsides pour pesticides et engrais et de remplacer ça par une agriculture naturelle. Donc, il invite chaque année des dizaines de milliers d'agriculteurs pour leur montrer comment utiliser des engrais naturels sur la base des résidus animaux, sur la base d'une agriculture extrêmement biologique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est devenu le chef de file de l'agriculture indienne, avec des cultures qui respectent tellement bien la terre que quand il y a un typhon, les cultures Monsanto sont déracinées et les cultures locales et naturelles demeurent accrochées à la terre et survivent.